Bonjour tout le monde, sans transition. Je vais vous parler aujourd'hui des headers de sécurité. C'est des trucs qu'en tant que développeur ou développeuse, on en a déjà entendu parler. C'est souvent pas extrêmement clair. On a des termes qui nous viennent en tête. On a Strict Transport Policy, Content Security Policy, euh, X, Content Type. On a plein de noms qui nous viennent, qu'on voit. On ne sait pas trop qui lit ça, qui précise ça entre le serveur et le navigateur, et on ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc, je vais essayer d'éclaircir un peu ça, en tout cas sur des headers de sécurité qui sont importants. Et j'espère que la fin de cette présentation sera plus claire pour tout le monde, et surtout que vous les implémenterez sur vos projets. Pour ma part, je suis développeur, je travaille à beta.gouv, c'est un incubateur de start-up d'État, donc dans l'administration française. Et avant ça, j'étais à Etalab, qui est aussi dans l'administration française, plus sur l'open data. Et avant ça, j'étais en groupe M33 comme mes deux prédécesseurs. C'est une jolie coïncidence. Pour mes comptes GitHub et Twitter, vous avez vraiment beaucoup de moyens techniques pour vous en souvenir. Je crois que mon compte LinkedIn, pareil, ce sera pareil. Je vais reprendre les bases. Ce sera sans doute des choses que vous savez déjà, mais je préfère être pédagogue plutôt que de perdre tout le monde. Le fil rouge sur l'ensemble de ma presse, ça va être ce site. Je ne sais pas si vous reconnaissez uniquement avec le logo. C'est jeuxvideo.com et ça va être simplement deux personnes qui envoient des messages sur jeuxvideo.com et ces messages sont affichés immédiatement sur le navigateur de tout le monde. Je rappelle juste le principe de jeuxvideo.com, mais je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Les bases théoriques, un header, c'est ce qui va préciser à l'autre entité comment traiter l'information. Donc sur un exemple classique, si on a un navigateur qui communique avec un serveur, le navigateur va poser des questions ou va demander au serveur de faire des choses. Donc ça c'est le contenu de la requête et les headers de requête vont indiquer au serveur comment traiter le contenu de la requête. De la même manière, le serveur il va faire une réponse, il va émettre une réponse qui va intéresser le navigateur et dans les headers de réponse, le serveur va préciser comment traiter le contenu de la réponse. Donc, par conception, les headers de requête vont être implémentés côté client et les headers de réponse vont être implémentés côté serveur. La tête que ça a, je suis assez persuadé que si vous avez déjà développé une fois dans votre vie, vous avez déjà vu des headers de requête et des headers de réponse. Pour une requête classique, de création de message, il va y avoir le contenu de la requête, donc qui contient par exemple le texte et la date. Il y a les headers de requête qui vont indiquer au serveur comment traiter cette requête, donc par exemple un header d'autorisation qui va préciser au serveur qui envoie ce message-là et est-ce qu'il a le droit ou non de l'envoyer. De la même manière, dans la réponse, là par exemple sur la création d'un message, il va y avoir le contenu de la réponse en lui-même et les headers qui vont indiquer au navigateur comment traiter la réponse. Donc vraiment distinguer le corps de la réponse qui est ce qui nous intéresse, nous en tant que navigateur, et le header de la réponse qui va nous indiquer comment traiter la réponse en elle-même. À quoi ça ressemble? Comme je disais, vous en avez sans doute déjà vu. Vous ouvrez votre navigateur et l'onglet réseau et vous tombez sur cette console qui vous indique les entêtes de réponse et de requête. Où ça se met? J'ai donné un exemple en Express. Quand vous écrivez votre serveur Express, vous pouvez par exemple faire un middleware qui va ajouter des headers, qui va ajouter tous les headers dont vous avez besoin directement dans le corps du middleware. Petite précision, par exemple sur en fait ici, quand j'ai commencé à essayer de comprendre les headers de requête et les headers de réponse, j'avais une application React qui tournait dans mon navigateur. C'était en développement, donc je lançais React Scripts et Start. Et de mon côté, j'avais un serveur qui me servait une API et mon application React interagissait avec mon API. Et mon API, elle me renvoyait des JSON classiques. Et je me disais, bah, je vais ajouter à mon serveur Express qui me renvoie mes routes JSON les headers de sécurité et je vais voir si le navigateur les interprète. Et le navigateur les interprétait pas du tout.
et je ne comprenais pas ce que je faisais mal. Je voyais bien que quand je tapais mon API, l'header de réponse était bien envoyé, mais n'était pas interprété par le navigateur. Et pour que ce soit clair, c'est le contenu qui vous est renvoyé, qui est interprété, qui est rendu à l'écran, qui doit contenir ces headers de sécurité. Donc, en l'occurrence, quand j'utilisais React Scripts, c'est le serveur qui rendait mon application React Script en localhost 3000 qui était censé contenir ces headers de sécurité. Donc, quand on est en dev, c'est React Scripts qui fait tout ça. Et c'est un peu compliqué de la préciser. Quand on est en prod, généralement, si on a un build, on build de notre application React et il s'est ensuite rendu par un serveur express, par exemple, un fichier statique. Et c'est à cet endroit-là donc il faut préciser les headers de sécurité. À quoi ça sert donc? Les headers de sécurité, la première, c'est la Content Security Policy. Ça se comporte vraiment comme une liste d'entrées qu'on donnerait à un vigile à l'entrée d'une boîte de nuit. Il y a toutes les ressources, le serveur il va nous envoyer plein de ressources au navigateur. Et la Content Security Policy va avoir sa liste et elle va checker si chaque ressource qu'on va nous envoyer, est-ce qu'elle rentre dans le pattern qu'on lui a donné comme de ressources qui sont autorisées. Si les ressources sont autorisées et sont bien dans la liste dans la whitelist qu'on lui a fournie, alors c'est bon, elles seront rendues par le navigateur. Si elles ne sont pas présentes dans ce pattern-là, alors elles seront bloquées et vous aurez un message d'erreur dans la console qui vous dira que cette ressource a été bloquée. Ça permet de se protéger contre les attaques dites par faille XSS. Avec l'exemple de jeuxvideo.com, on a deux personnes donc, qui mettent des messages sur le forum, et on a une personne malicieuse qui va envoyer un message, par exemple iframe src égale javascript alerte A. Ce qui va se passer quand on va arriver sur le forum, on va voir les deux premiers messages qui vont effectivement s'afficher. Et le dernier message, on ne va pas voir iframe src javascript, on va voir un petit carré blanc. Et le JavaScript ne va pas être affiché à l'écran, il va être exécuté par le navigateur, puisque c'est ce que fait le navigateur, on lui donne du JavaScript, il l'exécute. On a des moyens d'échapper ce JavaScript-là, mais si on n'a pas prévu ce cas-là, le JavaScript va s'exécuter et on va avoir une pop-up qui va s'afficher. Ça, c'est un exemple assez bénin, mais ça veut dire que ce JavaScript-là, sur tous les navigateurs de toutes les personnes qui vont aller sur ce forum-là, il va s'exécuter. Ce qui veut dire qu'on peut faire des trucs qui sont beaucoup plus intéressants en tant que hacker. On peut essayer de voler les cookies de la personne qui voit s'afficher ce message-là, la personne qui voit s'exécuter ce JavaScript. Les cookies, ça peut contenir des tokens de connexion, ça peut contenir plein d'informations confidentielles. Et c'est assez simple à faire en réalité d'insérer un iframe qui exécute du JavaScript et qui va faire plein de choses, donc appeler des API, des endpoints, avec les cookies de la personne qui voit s'afficher ce message-là. Donc ça, on ne veut pas. On ne veut pas que ça arrive sur notre site. La Content Security Policy, on m'a dit que pour faire des présentations de dev, il fallait mettre des mèmes, donc j'en ai mis. Ça va se présenter de cette forme-là. On va préciser qu'on veut que toutes les sources d'images ce soit asterisk.jeuxvideo.com. Donc si on a une image qui va s'afficher qu'un utilisateur par exemple a inséré sur le forum, si c'est une source random qui ne matche pas ce pattern là, alors la ressource sera bloquée, et si c'est en revanche une ressource qui vient de assets.jeuxvideo.com par exemple, alors sa ressource s'affichera bien. Donc ça évite que n'importe quelle image en fait s'affiche sur notre site. Avec l'exemple de jeuxvideo.com, on va avoir plein de ressources qui peuvent s'afficher. Par exemple, si on veut que les utilisateurs mettent leur avatar GitHub sur le site, on va éventuellement vouloir afficher tous les avatars asterisk.githubusercontent.com. On peut vouloir autoriser toutes les images qui viennent de ce sous-domaine-là. On peut vouloir afficher évidemment toutes les images qui viennent de jeuxvideo.com directement, si c'est nous qui les hébergeons. J'ai parlé des images, il y a des scripts également. Il y a des scripts qu'on veut exécuter qui ne sont pas directement sur notre plateforme. Matomo, par exemple, qui est un Google Analytics français, il a des scripts qu'on va vouloir utiliser et il va nous donner accès à des scripts qu'on va éventuellement vouloir lancer sur notre application. Et bref, il y a tout un tas de ressources qu'on va vouloir exécuter ou afficher, rendre, ça peut être du style également.
Et ça, on veut avoir la main sur qui affiche quoi sur notre site. Des exemples, je mets les trois en même temps en fait, des exemples de Content Security Policy, assez classiques. Default SRC, ça va être le type, on va voir la maîtrise sur les sources des feuilles de style, des scripts, des images, de tous les contenus, en fait, de toutes les ressources qui vont s'afficher sur notre site. Et Default SRC Self, ça veut dire que uniquement les styles, enfin toutes les ressources qui sont servies sur jeuxvideo.com vont être affichées, et c'est tout. Si on appelle des ressources de assets.jeuxvideo.com, ça ne va pas passer. L'exemple suivant, c'est uniquement les jeuxvideo.com et n'importe quoi.jeuxvideo.com, donc tous les sous-domaines. L'exemple suivant, c'est on a une règle différenciée pour les scripts et pour les images. À noter qu'à partir du moment où on spécifie une Content Security Policy, les scripts et les styles inline, ils ne vont pas être exécutés, / rendus. Ce qui est exactement ce qu'on veut avec l'exemple que je donnais tout à l'heure. On ne veut surtout pas que des scripts inline, donc des gens qui mettent iframe, src, javascript, fait un truc, se soient exécutés. Donc préciser une Content Security Policy, ça permet d'éviter que ce qui est en inline soit exécuté. Pareil pour les styles. On pense surtout aux scripts dans les trucs malicieux, mais des styles, si on injecte du style qui est exécuté par le navigateur de tous les autres utilisateurs, tu peux quand même faire des trucs, tu peux cacher des contenus aux utilisateurs, tu peux insérer du contenu texte en fait en CSS, tu peux quand même faire pas mal de choses. Donc il faut le protéger aussi évidemment. J'ai oublié de mettre un chrono, donc ça va être complètement improvisé. 2 conseils que je me permets de donner sur l'implantation de Content Security Policy. Premier, c'est d'itérer à partir de Content Security Policy. Super, merci beaucoup. Itérer à partir de Content Security Policy Self, donc uniquement les ressources qu'on héberge sur notre site qui seront affichées. Et à partir de cette Content Security Policy, on lance le site en local, on navigue sur différentes pages. Là, si on ouvre notre console, on va avoir plein de ressources qui vont être bloquées, normalement. A priori, quand on fait un site, on affiche plein de ressources qui viennent d'ailleurs, on affiche des images qui viennent d'ailleurs, des styles qui viennent éventuellement d'ailleurs. Donc on navigue sur différentes pages et on regarde les ressources qui sont bloquées. Et on autorise les sites qu'on a envie d'autoriser. Et une fois qu'on a fait ça, on recommence. On continue à naviguer. Une fois qu'on a ajouté les règles, on continue à naviguer, on repère les ressources qui sont bloquées, on ajoute les règles et on recommence. Une fois qu'en local, on n'arrive plus à avoir de ressources qui sont bloquées, étape suivante, c'est de mettre en prod. Et là, je vous conseille de ne pas mettre votre Content Security Policy comme ça en prod, parce que le plus vraisemblable, c'est que vous avez testé votre site en local et vous n'avez pas navigué partout. Vous avez testé certains scénarios utilisateurs, mais vraisemblablement pas tous, et vos vrais utilisateurs seront beaucoup plus efficaces que vous pour tester toutes les routes possibles et inimaginables. Donc vous remplacez la Content Security Policy Report Only vous remplacez votre Content Security Policy en CSP Report Only. Vous créez un endpoint de récupération des rapports, donc en fait vous créez sur Request-Bin par exemple, qui vous permet de créer un point d'API, un endpoint, une adresse que vous allez taper, que votre Content Security Policy Report Only va aller taper à chaque fois qu'il y a une ressource qui est bloquée sur le site en prod, et il va vous pondre des rapports. Et en fait, vous allez laisser ça quelques jours, quelques semaines selon la fréquence à laquelle vos utilisateurs se connectent à votre plateforme, et vous allez vous balader sur votre endpoint de récupération, sur Request-Bin par exemple, et vous allez voir toutes les requêtes qui ont été bloquées, toutes les ressources qui ont été bloquées. Et là, à ce moment-là, du coup, vous pourrez itérer, vous pouvez itérer sur votre Content Security Policy, vous ajoutez la nouvelle règle, vous rendez plus lâche, plus laxiste votre règle, et vous remettez en prod, et si en quelques jours vous n'avez plus de report qui apparaissent sur Request-Bin, a priori, vous pouvez passer directement en Content Security Policy et avoir vraiment la sécurité. Le header suivant,
l'exemple que je vais donner, c'est avec la banque postale. C'est, par exemple, si j'ai un site qui s'appelle Mon site malicieux, de manière assez explicite, je vais mettre un iframe qui va faire une width 100% et une height 100%. Et ça fait que je vais avoir mon site qui va ressembler à ça. C'est pas terrible, puisque moi, si j'arrive sur ce site-là sans regarder l'URL, je vais me connecter, je vais rentrer des mots de passe éventuellement, et mon site malicieux, il peut tout à fait mettre des événements JavaScript qui vont écouter les entrées clavier, écouter les clics qui sont faits sur la page, regarder à quelle position le curseur était lorsqu'il a cliqué. Et ça lui donne beaucoup d'informations sur comment j'ai interagi avec la banque postale. Et évidemment, du coup, on comprend qu'on peut facilement choper des passwords ou si pour la banque postale, par exemple, c'est un système où tu cliques sur des numéros. C'est bien fait parce que ça change à chaque fois la position, donc on n'est pas capable de le détecter. Mais si ce n'est pas suffisamment bien fait, on pourrait effectivement détecter des codes d'entrée de cette manière-là. Donc ça, on ne veut pas non plus que ça arrive. Donc la banque postale, ce qu'elle fait, c'est elle envoie dans ses headers de sécurité Extreme Options qui va interdire à n'importe quel site, qui va interdire à n'importe quel site de l'afficher ailleurs que sur la banque postale. C'est-à-dire que si moi, je crée un site et que je souhaite afficher un iframe qui contient la banque postale, dans l'iframe, il va rien se passer, puisque au moment où il va essayer d'appeler le serveur de la banque postale, il va voir le header Extreme Options deny, c'est la syntaxe, qui va lui dire non, ne m'affiche pas dans un iframe ailleurs que dans un endroit qui est safe. Donc ce header permet de faire ça, ce qui est plutôt une bonne pratique. Il y a deux syntaxes, il y a deny et il y a same origin. Same origin, ça peut servir si jamais sur la banque postale par exemple, vous avez envie sur une certaine page d'afficher un iframe qui contient une autre page. Ça, on peut vouloir l'autoriser, mais on veut uniquement le faire sur le site de la banque postale, on ne veut pas le faire sur notre site. La Content Security Policy, encore elle, permet aussi de faire ça avec une autre syntaxe, mais ça permet de faire exactement la même chose. La Strict Transport Security, maintenant, ça permet de lutter contre les attaques type man in the middle. Globalement, ce type d'attaque, c'est à l'origine une connexion entre un utilisateur et un serveur web, et il y a quelqu'un qui va se mettre au milieu, qui va se mettre entre les deux, entre l'utilisateur et le serveur, et qui va faire croire à chacune des entités qu'il incarne l'autre, en fait. Donc en fait, l'utilisateur, il va s'adresser au hacker en croyant que c'est le serveur web, et le serveur web, il va répondre au hacker en croyant qu'il s'adresse à l'utilisateur. Et ça, c'est hyper puissant quand on est un hacker et qu'on arrive à faire ça, puisque non seulement on est capable d'intercepter tout le trafic entre les deux personnes, entre l'utilisateur et le serveur web, donc on peut voir tous les échanges qui sont faits, toutes les requêtes qui sont faites, et on peut également modifier le trafic, puisqu'il passe par chez nous, donc en fait on a toute la main pour modifier les requêtes qui sont faites. On peut par exemple couper complètement la connexion en bas à droite, et faire croire à l'utilisateur qu'il est sur le site web, alors qu'en fait on a une version du site en local qui ressemble vachement à la vraie version du site, sauf que c'est avec nos bases de données, c'est nous qui avons accès au code. Ça c'est extrêmement facile à faire comme attaque. Tu te mets sur un Wi-Fi public, ou tu te mets sur un Wi-Fi où il y a d'autres personnes que toi qui y sont, tu tapes Perform Man in the Middle sur YouTube. En une demi-heure, tu sais faire une attaque man in the middle. Faites pas ça. But, sachez que c'est extrêmement facile à faire. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il est très important de s'en prémunir. Ce qui permet de s'en prémunir, avant tout, c'est le HTTPS, qui a deux fonctions. C'est d'abord, il s'assure que le site auquel vous tentez d'accéder, c'est le vrai site. Avec un système de certificat, en fait, vous communiquez avec un site qui vous assure, oui, c'est moi, j'ai fait la demande, je possède ce nom de domaine-là, et c'est bien moi. La deuxième fonction, c'est que ça va chiffrer tous les échanges entre la personne et le serveur. Donc ça, c'est cool, puisque ça permet d'éviter que quelqu'un lise votre correspondance avec vos deux serveurs, et ça permet de
de l'éviter de la modifier, puisque lui, il n'est pas capable, il n'a pas suivi l'échange au début de votre connexion avec le site web, et il n'est pas capable, lui, de rechiffrer le contenu du site, le flux de données entre vous et le site. Donc ça, c'est cool, le HTTPS, et heureusement, la plupart des sites le font, mais si on se connecte quand même en HTTP à un site, le site, a priori, va nous répondre en HTTP. Donc en HTTP, donc de manière non chiffrée. En mettant la strict transport security, en précisant un an, ce qui va se passer si je vais sur http donne-moi un free.fr, il va me répondre en clair. Puisque je lui ai posé une question HTTP, il me répond en clair. Si je lui pose la question HTTPS, il va me répondre de manière chiffrée. Et si je lui repose la question plus tard en HTTP, là, le navigateur va se souvenir, on lui avait dit strict transport security un an, donc pendant un an, chaque appel en HTTP va être transformé en appel en HTTPS. Et du coup, vu que je vais faire un appel en HTTPS, le serveur va me répondre de manière chiffrée. S'il n'y avait pas ça, les premiers appels se déroulent de la même manière, et en fait, à chaque fois que je vais faire mes appels en HTTP, il va se passer la même chose, il va me répondre aussi en HTTP. Il n'y a pas 36 syntaxes pour la strict transport security. Le MaxAge indique donc la durée pendant laquelle le navigateur va se souvenir qu'il faut se connecter en HTTPS au lieu de HTTP. Et oui, c'est tout. La deuxième valeur qu'on peut lui passer, c'est include subdomains. Et donc pendant un certain temps, tous les appels en HTTP à vos sous-domaines vont être transformés en HTTPS. Ça, c'est un peu dangereux, puisque si jamais vous faites ça et qu'il y a un de vos sous-domaines qui ne parle pas le HTTPS, qui n'implémente pas le protocole HTTPS, ça fait qu'à chaque fois que vous allez essayer d'accéder à ce sous-domaine-là, en HTTP, la requête va être transformée en HTTPS, et vu que votre sous-domaine ne l'implémente pas, ça va vous répondre, désolé, tu essaies de me parler avec un protocole, mais je ne parle pas ce protocole-là. Et donc, jusqu'à ce que vous fassiez quelque chose, personne ne pourra accéder à votre sous-domaine. Et ça, c'est pas cool. La seule solution dans ce cas-là, c'est de rechanger la strict transport security et de mettre un maxage égale 0. Et ça fait que toutes les personnes qui vont avoir ce header-là, ça va supprimer la mémoire du navigateur pour ce site-là. Et il va dire, ok, on oublie tout, quand tu m'appelles en HTTP, je fais du HTTP normal. Conclusion, mettez include subdomains uniquement si vous êtes certain et certaine que tous les sous-domaines implémentent le HTTPS. Le max age, ça dépend de la fréquence à laquelle vous savez que vos utilisateurs et utilisatrices se connectent à votre site ou affichent votre site. Un an, c'est bien. Si vous n'avez aucune idée, un an, c'est bien. Voilà, je n'ai pas d'autres arguments. X-Content Type Options, il y a vraiment un lien avec l'image. Ça permet de pallier une feature des navigateurs qui en fait pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Le navigateur, quand on lui précise un content type, si le serveur il me renvoie une ressource et qu'il me précise un content type, par exemple application/JSON, le navigateur il va un peu faire confiance au serveur sur le header content type, mais pas trop quand même. Il va essayer de vérifier, ok, il va essayer de sniffer, c'est le terme en anglais, le lien avec l'image. Il va essayer de sniffer le contenu de la réponse, et s'il se rend compte qu'il y a un hiatus entre les deux, qu'il y a une différence entre les deux, en fait, ça dépend. Il y a certains navigateurs qui vont dire ok, tu as dit content type, mais tu t'es sûrement trompé. Je vais croire ce que j'ai sniffé. Il y en a d'autres qui sont un peu plus modernes, qui vont dire il y a une différence entre les deux, je fais rien. Le danger avec cette feature, en fait, c'est que si par exemple, avec l'exemple sur jeuxvideo.com, je mets un asset sur jeuxvideo.com qui est supermario.png, et que mon fichier supermario.png, qui est censé être une image, le serveur, je lui ai uploadé en tant qu'image, donc quand il va me le renvoyer, moi en tant que simple client de jeuxvideo.com, quand il va m'afficher cette image-là, lui, il est persuadé aussi que c'est un content type .png.
Sauf qu'en réalité, à l'intérieur du point PNG, c'est un script avec un alerte. Si le navigateur il essaie de sniffer le contenu de Super Mario.png, il va tout de suite voir que c'est un script, il va se dire ah, tu t'es sans doute trompé, tu m'as dit content type image/png, mais en fait tu voulais vraiment dire un script, il va essayer d'interpréter le JavaScript. Donc c'est pas ce qu'on veut, c'est sympa comme feature, mais en fait non, non merci. Donc X content type options no snef, c'est la seule syntaxe, c'est assez facile à retenir. Ça va permettre de bloquer ce comportement et le content type, s'il est précisé, il va être interprété tel quel. Donc c'est vraiment typiquement le cas d'une mauvaise idée qui avait l'air sympa au début, mais ça n'en service à personne. Referrer policy, le dernier, c'est l'exemple d'Astérix dans la maison qui rend fou. C'est à chaque fois qu'il va être redirigé vers une nouvelle personne, la métaphore étant une nouvelle personne égale un nouveau site web, à chaque fois qu'il va être redirigé vers une nouvelle personne, il va indiquer « Bonjour, je viens de la part de ». Et c'est ce qui se passe avec le header qui s'appelle referrer. À chaque fois qu'on est sur un site et qu'on va cliquer sur un lien externe qui va nous amener sur un nouveau site, sur le nouveau site, il va lui envoyer, dans toutes les requêtes qu'il va envoyer, il va dire « Bonjour, je viens de la part de site précédent ». Avec l'exemple de jeuxvideo.com toujours. Sur la page principale, si on clique sur la deuxième icône qui nous renvoie vers allociné.fr/Super Mario Bros le film, le navigateur va appeler le serveur de allociné.fr en lisant referrer https://jeuxvideo.com. Et le serveur de Allociné va tout à fait me renvoyer la page d'Allociné. Ça, c'est très pratique ce header referrer si on fait du marketing, si on fait des campagnes de pub ciblées, puisque ça indique qui a cliqué sur votre lien, par où vous venez, à qui on doit donner de l'argent pour favoriser ce genre de lien. Donc ça, c'est très pratique. En revanche, selon l'information qui est stockée dans l'URL précédente, ça donne évidemment beaucoup d'informations. Ça peut être des tokens qui sont passés au referrer, ça c'est grave. Ça peut être des paramètres de query, ça c'est grave aussi. Donc on n'a généralement pas trop envie de ça, on n'a pas trop envie que le referrer contienne ce genre d'informations. Donc en tant que jeuxvideo.com, j'ai pas envie que les tokens de mes utilisateurs et utilisatrices partent à chaque fois que je sors de mon site. Donc le referrer policy permet justement de ça, de préciser qu'est-ce qu'on veut faire de ce header referrer. Il y a une faute de frappe sur referrer, mais c'est pas de ma faute. C'est une faute de frappe vraiment dans le header referrer à l'origine. Donc normalement il y a bien 2 R, mais quand ils l'ont implémenté, le header referrer, ils se sont trompés en fait. M'en parlez pas. Je vais encore m'énerver. Donc on peut préciser no referrer comme referrer policy, ce qui permet de s'assurer que quand je vais sortir de mon site, personne ne saura que je viens d'ici. Personne ne saura que je viens de jeuxvideo.com par exemple. C'est plus radical. On peut avoir envie de ça. Same origin, ça veut dire que vous gardez l'information, mais uniquement sur votre site. C'est-à-dire que vous garderez un historique de la navigation entre vos pages internes. Si vous prenez la page A et que vous allez vers la page B, quand vous allez appeler la page B, vous enverrez referrer page A, mais sur le même site, uniquement sur le même site. Et si vous sortez du site, en revanche, vous n'enverrez pas le header referrer. Donc ça, c'est selon ce que vous souhaitez mettre comme sécurité sur votre serveur. Je mettrai les slides sur mon LinkedIn et sur mon Twitter. Donc vous avez mon Twitter, donc vous avez un moyen technique pour avoir mon LinkedIn normalement. N'hésitez pas du coup, je mettrai le lien. Et ouais. Il y a moyen de règle qui dit j'envoie que le nom de domaine et pas. Tout à fait. Tu peux envoyer uniquement l'host de l'URL et pas toute la query après. Très bon point. Je pense que c'est une bonne chose à ajouter dans les trucs de base qu'on va avoir. Comment on implémente ça? Pareil, je vais pas passer les 4 slides où je montre ça dans les 4 langages différents. De toute façon, c'est à peu près toujours la même tête. Juste pour que vous voyez où ça se met en fait. Il y a 2 solutions
Soit on le met côté applicatif si on implémente notre propre serveur et qu'on a envie d'avoir la main sur les headers. On le fait de cette manière-là. Donc on le met en middleware pour Express, et la syntaxe est relativement intuitive. En Django, dans le fichier settings, .py, où on peut le mettre si on a envie de le mettre plus à la base, donc côté infra. On peut aussi le préciser côté Apache et Nginx, et pareil, la syntaxe est assez intuitive. Et je vous remercie de votre attention. Oui. Yes, sur le référent, je n'ai pas exactement compris du coup, parce que tu n'as que l'URL que tu récupères. Comment tu peux récupérer un token? Tu récupères tout l'URL. A priori, le référent, il va envoyer tout l'URL d'où tu viens. Donc ça peut être les query parameters. Si par exemple tu étais sur une page de réinitialisation de mot de passe, tu peux avoir point d'interrogation, password token égale truc. C'est comme ça que tu as le token, ok. Parce que je me disais, dans un site, généralement, le token, tu ne le passes pas trop dans l'URL. Non, alors, que dans les cas-là. Très bon point. Ça incite notamment à ne pas mettre des query parameters trop évidents. Un point d'interrogation, email égale truc, password égale truc, en connexion, c'est pas terrible. À de nombreux égards. Notamment les logs. Exactement, notamment les logs, notamment si vous faites un man in the middle, comme je montrais tout à l'heure. Si c'est chiffré, vous n'aurez pas accès au contenu de la requête, mais vous aurez toujours accès à l'URL. Donc l'URL ne sera jamais chiffré. Et quelqu'un pourra intercepter toutes les URL de votre connexion. Oui. Mais c'est vrai que par défaut, c'est quand même bien fait, puisque sur le cross-origin, il n'y a que l'origine dans le référent. Ok, très bien. Les queries ne sont passées dans le référent que sur le CN origin. Ok. C'est vachement bien fait, je ne savais pas ça. Oui. Ah pardon. Non, je trouverai. Concernant le premier header, le Content Security Policy, sur la fin des slides, quand tu parles de loguer ce que les utilisateurs utilisent pendant quelques temps, en fait, ça veut dire que pendant le temps de log, en fait, c'est open bar. Oui, absolument. C'est mieux que rien. De toute façon, vous êtes en train de l'implémenter, donc il y a forcément. Ça veut dire qu'avant ça, vous n'aviez rien. Donc c'était déjà open bar, techniquement. C'est vous qui choisissez votre priorisation. D'aucuns peuvent être tentés de prioriser le fait que tout s'affiche pour les utilisateurs et qu'ils n'aient pas un parcours buggé en fait. On peut être tenté d'avoir ça comme priorité. Donc si vous avez effectivement ça comme priorité, je le comprends. Faites plutôt du report only pendant quelques jours en tout cas avant de passer en Content Security Policy strict. Avec genre la règle cible. Oui, tout à fait. Tu peux mettre ta Content Security Policy qui bloque des trucs, et ta Content Security Policy Report Only qui bloque d'autres trucs, a priori qui est plus permissive. Ouais, tu vois si ça. Oui, c'est ça. Et tu vois si ça reporte des trucs. Et si tu reçois rien, tu te dis que tu peux aligner les deux. T'as aussi le HTTP only pour limiter que le JavaScript capte des headers. Ouais. Le HTTP only marche sur comment HTTPS aussi. Donc ça évite les scripts JavaScript se lire. Ouais. J'y pense d'ailleurs sur le Strict Transport Policy. C'est vraiment pas facile à dire. Il y a deux solutions, enfin non, il y a une infinité de solutions. Pour forcer le HTTPS, on peut, côté serveur, dire ah bah, si tu m'appelles en HTTP, en fait, fais une redirection vers du HTTPS. C'est bien, mais c'est pas top, puisque un pirate qu'au milieu, il peut intercepter la première requête, et en fait, il en fait ce qu'il veut. Si c'est du HTTP, il la lit, et il peut tout à fait la dévier vers son propre truc. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir mis une redirection. Si personne n'arrive jusqu'à votre serveur, cette redirection ne servira à rien. Donc c'est une bonne pratique aussi de mettre la redirection si quelqu'un fait un appel en HTTP. Au cas où quelqu'un, par exemple, est un vieux navigateur qui n'implémente pas la Strict Transport Security. Mais ceinture et bretelles.
Mais le header de la Strict Transport Security, c'est pareil, c'est la première avec un HTTP de toute façon. Exactement. Et c'est pour ça que si là j'avais fait un autre appel en HTTP, il m'aurait quand même répondu en HTTP. C'est-à-dire qu'il attend d'établir une connexion sécurisée avec la Strict Transport Security, enfin que le serveur m'envoie la Strict Transport Security via un channel sécurisé pour enregistrer. Ok, maintenant je m'en souviendrai. Pardon ? Il fait un option HTTP pour avoir les headers? Je ne sais pas comment il fait ça exactement. Si c'est un peu comme Core, c'est peut-être ce qu'il fait de faire des options HTTP pour avoir des headers, avoir des discussions de headers avant de faire la requête sur le Non, je pense pas. Je pense que, enfin, en l'occurrence, c'est vraiment, tu fais une première requête HTTP, il va te répondre en clair. Et même si tu renvoies une strict transport security à ce moment-là, toi, vu que c'est un appel en HTTP, tu n'as aucune confiance dans ce qu'il vient de te renvoyer. Donc, si tu lui fais un autre appel en HTTP, il va quand même te répondre en HTTP. Puisqu'il ne veut pas prendre un header s'il n'est pas certain que l'appel a été scripté. Plus du tout répondre en HTTP, enfin même nous, notre serveur, est-ce que ça vaut le coup de répondre en HTTP, sachant qu'on peut être pareil en même temps? Bonne question. On peut passer directement tout HTTP. Quel intérêt il y a à garder HTTP? Je pense que quand je dis faire une redirection, c'est ça en fait, c'est que dès qu'on fait un appel, c'est ça exactement. Ouais. Tu réponds tu fais une redirection. Non, en effet. Je pense typiquement. Ouais, en fait, je parle des navigateurs, mais en curl, par exemple, je pense qu'il n'y a pas de redirection qui est faite. Si jamais du coup tu fais. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Non, mais oui, effectivement. En fait. Fais ta redirection effectivement et tu n'as pas d'intérêt à laisser ouvert le canal HTTP. J'avais juste une question pour les CSP. Ouais. Pour les Still-Inline, en fait, il y a souvent des problèmes quand le front utilise des backgrounds qui sont contribués. On est un peu obligé d'avoir des Still-Inline. Ouais. Il y a un moyen de sécuriser quand même dans ce genre de cas? Tout à fait. C'est moins marrant, mais tu peux tout à fait le faire. Tu peux spécifier en fait, style-src de point le hash de ton style. Le hash 256, c'est une façon de coder, disons, ton style. Et ce qui est très bien, ce que ne fait pas Firefox et qui est vraiment une super feature de Chrome, c'est que quand ta Content Security Policy bloque ton style, l'empêche de s'afficher, Chrome, il te dit attention, votre Content Security Policy, elle ne permet pas de faire ça. Voici le hash à mettre dans votre Content Security Policy. Et c'est extrêmement pratique. Donc en fait, il faut vraiment tester sur Chrome et voir ce qui se passe. Et très bon point d'ailleurs, Chrome et Firefox ne traitent pas forcément de la même manière les Content Security Policy. Donc tester sur les deux, tant qu'à faire. Mais du coup, c'était pour rebondir, ça s'appelle le nonce. Il y a les deux possibilités, mettre un N-once et mettre un SHA-256 dans ton truc, effectivement. Oui. Bon, dernière question. Au niveau de l'implémentation. Pardon, je suis désolé, j'entends pas très bien. J'ai dit, j'ai une question au niveau de l'implémentation. Ouais. Je vois que le select à la fin, l'implémentation, ça se fait au niveau du serveur. Ouais. Est-ce que si on l'implémente au niveau du client, par exemple dans le cadre d'une application Angular, ça fonctionne? Oui, mais pas tout, en gros. J'ai dit que les headers de réponse étaient set côté serveur. C'est vrai, je n'ai pas menti, mais on peut aussi les setter côté client. Par exemple, dans React, on peut préciser dans les méta, en fait, je pense en HTML, on peut préciser dans les méta certains headers de sécurité, pas tous. On peut préciser la Content Security Policy, mais pas toutes les règles, je crois. Donc c'est possible de le faire.
mais je conseillerais plutôt de le faire côté serveur, parce qu'on est certain qu'on est capable de définir tous les headers qu'on veut, puisque c'est côté serveur et qui sont tout à fait capables de générer ces headers de sécurité-là. Alors que côté HTML, on est, en tout cas de ce que j'ai testé sur React, il n'était pas capable de générer de gérer tous les types de headers que je lui passais. Voilà, je pense que c'était la dernière question. En Ouais. tout cas, merci beaucoup pour